Radio Bayard. Radio sans peur, émission sans reproche. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Bayard. Nous nous retrouvons pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Garrigos. Bonjour. Bonjour, Ludovic. Merci d'être avec nous. Alors, on fait cet entretien car vous avez travaillé pendant près de 10 ans à la Commission européenne. Un petit peu moins, mais oui. Alors, vous allez nous préciser, un certain temps à la Commission européenne. C'est un sujet très intéressant. En plus, on est en période électorale sur les questions européennes, donc c'est peut-être le moment de parler de ces institutions. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre parcours au sein de la Commission européenne ? Oui, alors le parcours études, donc études grenobloises, IEP, licence d'économie, puis après spécialisation. Alors avant on appelait ça les troisième cycles, donc Paris à Sorbonne en économie, puis après à l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles, 2 ans encore de spécialisation en économie. Et économie du développement, l'autre c'était économie sociale, et puis un master en relations internationales et un doctorat en économie. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qui vous a amené donc, à la Commission européenne ? Quelles années vous y avez travaillé ? Alors c'était le cours des années 90, donc je ne sais plus exactement, mais ça doit être 91 à 98 ou un truc comme ça. Voilà. Donc la venue à Bruxelles a été le fait du hasard. Le fait du hasard, alors j'ai suivi Cathy, mon épouse, que tu as rencontrée tout à l'heure, donc qui venait faire une école de restauration d'œuvres d'art à Bruxelles. Donc, le hasard. je suis venu à Bruxelles et après pour trouver du boulot, c'était relativement compliqué parce que je ne parle pas flamand, néerlandais. Et donc pour trouver un boulot en Belgique sans parler néerlandais, surtout en zone bilingue, c'est quasiment impossible. Donc la Commission européenne est venue d'elle-même, sachant qu'on habitait à 150 mètres des institutions. D'accord. Voilà, puisque l'école de la Cambre était juste à côté, c'est XL. Les institutions européennes sont bouclées autour d'un périmètre qui est très court, qui doit faire peut-être 1 km². Bruxelles étant divisée en 19 communes, et donc elles sont liées autour de Schaerbeek, XL, voilà, principalement. Très bien. Pour vous, quelle image vous en aviez avant d'arriver dans ces institutions ? C'était scolaire, avant tout scolaire. Bon, on n'avait pas eu beaucoup à l'époque. Quand j'ai fait mes études, c'était quand même au début des années 80. Il n'y avait pas de cours, par exemple à l'IEP, il n'y avait pas de cours sur le droit européen. On étudiait le droit constitutionnel, un certain nombre de droits, le droit public, etc. Mais du droit européen, non, ça n'existait pas, à l'époque. D'accord. Alors, pour les gens, c'est un peu obscur, ces questions de Commission européenne. On voit les citoyens, ça paraît loin, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Qui sont les gens qu'on trouve dans ces institutions et qui sont vraiment ceux qui dirigent ? Est-ce que c'est la présidente de la Commission européenne, actuellement Ursula von der Leyen, jusqu'au 9 juin en tout cas, qui dirige ? Est-ce que ce sont des fonctionnaires ? Comment fonctionne cette machine qu'est la Commission européenne ? Oui. Alors, vous étiez, pardon, je vous ai coupé, vous étiez au secrétariat général, c'est ça ? Voilà. Alors, la Commission européenne, elle fonctionne un peu comme... la Commission européenne est une des institutions de l'Union européenne, voilà, qui a la particularité d'avoir le pouvoir d'initiative sur l'ensemble des textes de loi. Alors, ce n'est pas des lois. À Bruxelles, on ne parle pas de loi, on parle de règlement, de directive, mais enfin, au niveau français, on peut traduire ça en loi. Ils ont l'initiative des lois et ils ont le contrôle de ces lois et des traités, ce qui est un pouvoir qui est quand même tout à fait énorme. Et à côté de ça, vous avez une autre institution que l'on connaît de mieux en mieux, qui est le Parlement européen, qui a un pouvoir législatif comme l'Assemblée nationale française, mais qui n'a pas le pouvoir d'initiative. Le Parlement ne peut pas proposer un règlement ou une directive. Ça, peu de gens le disent. Donc, ils ont un pouvoir de l'amender, de la discuter, d'essayer de la modifier, mais ils ne peuvent pas être à l'initiative. Il y a une troisième grande institution qui est le Conseil des ministres, qui représente l'ensemble des États membres, donc 27 États membres, et qui, lui, a le pouvoir, entre guillemets, législatif de décider, historiquement.
D'ailleurs, ils décident avec le Parlement, souvent en codécision. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails parce que selon que ce soit de la fiscalité ou de l'agriculture, ce n'est pas les mêmes règles de codécision, etc. Mais le Conseil n'a pas non plus l'initiative de proposer un règlement. Et vous avez après les instances de contrôle, dont la plus connue est la Cour européenne de justice, voilà, qui est, elle, basée au Luxembourg. Par contre, les 3 autres institutions sont centrées sur même pas 1 kilomètre carré, 5000 mètres carrés autour, au cœur de Bruxelles. C'est dans un seul quartier, tout est réuni, c'est ça? Quasiment. Enfin, il y en a un peu excentré, mais quand on dit excentré, c'est à 3 km. Voilà. C'est le même fonctionnement que les ministères à Paris. Hein. Vous en avez dans le 8e, dans le 7e, dans le 15e. Voilà. Mais ils sont très très concentrés. Hein. Vous n'en avez pas dans le 19e ni le 20e. Donc, si ça peut rassurer les gens, il n'y a rien à Molenbeek ou à Anderlecht, ni à Jette. Voilà. Et le secrétaire général. Alors, pour comprendre la Commission européenne, il y a 60 000 fonctionnaires à peu près à Bruxelles, enfin dans l'Union européenne, une grande partie à Bruxelles, un petit peu à Strasbourg, au Luxembourg, et dans des agences un peu dispersées dans différents pays, l'Espagne à Valence, Dublin en Irlande pour certaines agences, mais l'essentiel, 90%, c'est à Bruxelles. Et dans ces 60 000 fonctionnaires, il y a 32 000 à la Commission européenne. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est très peu? Qu'est-ce que ça représente, 32 000 comme ça? Vous dites un chiffre? Alors 32 000, pour donner des chiffres comparatifs. Alors, si on prend les 60 000, même les 60 000, le chiffre le plus élevé l'ensemble des gens qui travaillent à l'Union européenne, c'est l'équivalent des fonctionnaires de la ville de Paris. D'accord. Voilà. Et c'est à Bercy, pour vous donner une idée, c'est à peu près 130 000 fonctionnaires. Donc beaucoup plus qu'à Bruxelles. Le double, un peu plus du double, alors que Bruxelles est censé gérer 27 États membres, tandis que Bercy est censé gérer les finances d'un seul État, et que, par définition, les fonctionnaires de la mairie de Paris géraient la mairie de Paris. Voilà. Donc ça donne un peu un ordre d'idée sur cette nomenclature. Alors, ça en devient une petite caste. Une petite caste, parce que 32 000 personnes qui vivent dans un endroit très réduit, je veux dire, c'est Saint-Martin-d'Air, quoi. Ou Échirolles. Enfin, c'est sur une surface plus petite qu'Échirolles. Et les gens vivent principalement autour. Bon, après, certains ont des maisons un petit peu à côté, mais ça reste voilà, il y en a qui peuvent habiter éventuellement Briey, l'équivalent de Briey, ou à 10 km, 11 km, mais ça va pas très très loin. Ça va pas très très loin. Et là-dedans, qu'est-ce que pèse la France? Je pose la question, Ludovic. À ton avis? Bonne question. Personne ne se la pose. J'ai 32 000 fonctionnaires. La France pèse au niveau du budget européen un peu moins de 18% du budget européen. Ouais. D'accord. En contribution, c'est à peu près son poids. D'accord. Qui est calculé en fonction du PIB. Si tu regardes la population française, elle fait 68 millions d'habitants. Il y a 450 millions maintenant que les Anglais sont partis. Tu regardes la proportion. Eh bien, les Français, c'est 3200 personnes. C'est-à-dire 10%. Mm-hmm. Et rien qu'avec ce chiffre, tu as tout compris. Quand tu contribues à 18% et que tu n'as que 10% de représentants, tu vois que ton poids, le poids des acteurs réels au sein de la Commission européenne est 2 fois moindre que par rapport à d'autres États membres. Et les Allemands, à contrario, vous savez combien il y en a? Alors les Allemands sont globalement à parité de leur PIB. Ceux qui sont beaucoup, il y a beaucoup de gens de Pays-Bas, de Belgique, enfin historiquement de Belgique, etc. Et beaucoup de pays nouveaux qui sont relativement surreprésentés. Relativement surreprésentés. Voilà. Mais de toute manière, ce qui est important, c'est que comme les acteurs, ceux qui sont à la Commission et ceux qui font les lois, ce sont des personnes physiques. Si vous n'avez que 10% qui représentent
je dirais, qui sont d'une nationalité française, par définition, vous ne pesez que 10% des capacités d'initiative de la Commission européenne. Donc ça, si j'avais un 10%, mais c'est en partant du principe que ces gens-là vont tous aller dans le sens des intérêts de la France. Hein. Alors, on va revenir un peu sur, enfin si ça t'intéresse, on va revenir un peu sur la structure après de ces fonctionnaires, des gens qui travaillent là-dessus. Mais ce qui est déjà important, c'est le chiffre. Donc si tu veux, ce chiffre-là, je ne l'invente pas, c'est le chiffre de la RP. Alors la RP, c'est la représentation française. D'accord. Il faut savoir aussi une particularité, c'est que la France a une représentation permanente à Bruxelles, comme une ambassade. Il y a l'ambassade de France en Belgique et la représentation permanente de la France. Et on verra en quoi c'est important. Et les 27 États membres ont chacun leur représentation permanente. Cette représentation permanente, elle joue un rôle primordial. Parce que c'est elle qui est dans le cœur des négociations au sein de la Commission du Conseil. Et elle est totalement méconnue. Donc voilà. Et alors, ils ajoutaient aussi que c'est l'organisme officiel, c'est le gouvernement français. Hein. Donc voilà. Donc, alors le chiffre exact, c'est 3271 Français à la Commission européenne. Bon, 3200, enfin, voilà. Donc c'est... et alors, ce qui est bien, c'est qu'ils disent que l'ensemble de l'Union européenne, donc toutes les institutions, coûtent moins de 93 centimes d'euros par jour par citoyen. Ce que je trouve énorme d'ailleurs. En valeur absolue, c'est assez énorme. Ouais. Presque 1 euro. Et donc, par contre, la fonction publique au niveau de l'Union européenne, elle ne représente que 6,4% du budget européen. Donc c'est relativement faible. C'est-à-dire que pour 100 euros versés par l'ensemble des États membres, 6,4 euros vont pour le paiement des fonctionnaires. Donc la masse salariale, 6,4%. C'est pas disproportionné, le nombre n'est pas disproportionné, le budget n'est pas disproportionné. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette petite fraction de la population a un pouvoir excessif. Alors justement, qu'est-ce qui dysfonctionne ? Le président de la Commission européenne, est-ce qu'il a le vrai pouvoir ? Est-ce qu'il est en confrontation avec ses fonctionnaires ? Alors, la Commission européenne, elle fonctionne comme le gouvernement français. C'est très simple. Vous avez un président qui est en même temps un commissaire. Et chaque commissaire a une attribution particulière. Le commissaire X va avoir l'agriculture, le commissaire Y l'énergie, le commissaire Z la pêche, etc., la concurrence, et la présidente de la commission dirige le secrétaire général. Le secrétaire général, c'est un peu comme le secrétaire général de l'Élysée. C'est un rôle transversal. D'accord ? Donc c'est lui qui harmonise l'ensemble des politiques. Et il a un secrétaire général à sa tête qui est le numéro 1 de l'administration, de tout Bruxelles. Voilà. Donc il coordonne l'ensemble des politiques, théoriquement. Et ensuite, chaque commissaire, qui est l'équivalent d'un ministre, a un domaine de compétences, éducation, enfin, l'ensemble, comme pour le gouvernement français. C'est un décalque. Est-ce que c'est un État dans l'État ? C'est-à-dire que en France, on parle de voix de Bercy ou de l'éducation nationale, par exemple, de ministère omnipotent. Est-ce qu'on peut avoir ce rapport aussi ? Alors non, ça ne fonctionne pas énormément comme ça, parce que si tu veux, on pourra revenir un peu plus tard sur comment est élaboré un projet de la Commission, comment est élaboré une directive, un règlement, et on verra qu'il y a beaucoup plus de transversalité dans les décisions que sur le modèle français. Où on peut dire Bercy est un État dans l'État, l'éducation nationale est un État dans l'État. Là, toutes les directions générales sont obligées de coopérer. Quasiment tout le temps. Et c'est le rôle du secrétaire général d'harmoniser aussi ces coopérations entre DG, ou même de créer des groupes interservices. Alors moi, je faisais partie d'un groupe interservice, un peu comme des interministériels comme on a en France, mais de façon permanente.
Donc moi j'étais au secrétaire général, donc le secrétaire général dépend directement du président de la Commission européenne, donc moi j'ai été sous la présidence de M. Delors, puis après un an sous la présidence de M. Santer, et puis après je suis parti. Et donc j'étais au groupe interservice qui s'occupait des régions ultrapériphériques de l'Union européenne. Bon, j'étais pas le seul, on était trois, voilà, trois, et les régions ultrapériphériques, en réalité c'était toutes les îles européennes, c'est les DOM français, DOM-TOM, pour simplifier, Canaries, Açores, Madère, l'île Shetland pour le Royaume-Uni, les îles Öland pour la Suède, etc. Enfin, toutes les îles européennes, les îles grecques, la mer Égée, etc. Et donc, ce groupe était chargé de l'ensemble des politiques communes et des politiques spécifiques pour l'ensemble de ces territoires qui sont soit très éloignés, soit qui ont des particularités liées à l'insularité. Voilà, ça c'était l'essentiel. Donc on a mis en place des programmes horizontaux dans tous les domaines, énergie, transport, agriculture, pêche, etc., industrie pour l'ensemble, fiscalité pour l'ensemble de ces territoires, avec chaque fois une particularité, ce qui m'a amené à faire à peu près une centaine de règlements européens. D'accord. Voilà, les défendre auprès du Parlement et de la Commission européenne. Le deuxième rôle, c'était... Un par mois, quoi, à peu près. Si je vois la période que vous avez fait. Alors, pour donner une idée... 100 sur 8 ans, ça en fait une douzaine par an, quoi. Ouais, j'avais jamais calculé. Oui, mais il y a peut-être plus. Je sais pas. Et je crois que actuellement, alors des règlements, un texte européen, il y en a un peu plus de 300 qui sortent par an. Donc il y a une inflation normative. Alors, non, 300 actuellement, oui, il y a une inflation forcément. Plus le domaine de compétences élargi, plus forcément, par définition, on va essayer de normer cette extension des compétences. Mais ça fait, s'il y a 220 jours ouvrables, ça fait un texte,5 par jour qui sort globalement de l'entité Union européenne, Commission, Parlement, c'est énorme. C'est énorme. Et la deuxième chose, c'est que mon deuxième rôle, alors là c'était vraiment super sympa, c'est que comme ce sont des régions qui sont un peu particulières, excentrées, il n'y a pas de continuité territoriale ni énergétique, etc. On devait aussi, outre les mesures propres à ces régions, regarder l'ensemble des textes qui sortaient dans l'Union européenne pour voir s'il y avait compatibilité de ces textes avec la situation territoriale de ces pays, leur situation particulière. Je vais te donner un exemple. Une directive, par exemple, sur le transport des marchandises dangereuses. Voilà. Interdiction de les transporter en bateau. Voilà. Un bateau qui fait escale. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a peur que ce soit transvasé dans une décharge en Afrique, des piles, etc. Donc, interdiction de transborder avec des marchandises dangereuses. Je suis à La Réunion, je fais comment ? J'ai des piles, j'ai pas un incinérateur pour des piles. Là-bas, je dois les envoyer en métropole, se faire traiter parce que il y a 800 000 habitants, 900 000, il n'y a pas la capacité à faire une usine. Donc, je dois les envoyer en bateau. Je ne vais pas les envoyer en avion, ça coûterait une fortune. Donc, quel était mon rôle ? C'était de regarder l'ensemble des textes, des projets de la Commission qui sortaient tous les jours et de voir dans tel ou tel domaine comment est-ce que c'était compatible avec ces territoires, sur tous les domaines énergétiques, agriculture, pêche, etc., et d'amender ces textes en interne à la Commission pour leur dire vous devez prendre en compte pour mettre une exception là, territoriale. Alors c'était très intéressant parce que ça te permettait, je voyais tous les textes qui sortaient sur tous les sujets à la Commission européenne tous les jours. Oui. J'avais une pile comme ça. Beaucoup de travail ? Alors, oui, c'est énormément. Les fonctionnaires européens travaillent de façon monstrueuse. Ce sont des bêtes. Après, je suis raconté, mais bon, j'ai fini avec 5 de tension. Enfin, c'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou. Et puis, du temps de Delors, ils bossaient jusqu'à. Moi, ça m'arrivait de demander à Cathy de finir à 2h, 3h du matin. Des réunions de chef cab. Je pourrais te donner des anecdotes sur ces réunions-là, quand on parlera un peu du process.
qui sont intéressantes. Et puis après, la dernière étape si tu veux, de mon parcours, j'ai beaucoup travaillé avec les cabinets et les commissaires français. À l'époque, la France avait 2 commissaires, typiquement un de droite, un de gauche. Alors, Deux commissaires? Ah, parce qu'il y a moins de pays, c'est ça? Et oui. D'accord. Moi, j'ai connu l'union à 12, par définition. Ah, oui. Et puis après, j'ai connu aussi l'adhésion de 95 de la Suède, de l'Autriche et de la Finlande. Par contre, je n'ai pas connu l'extension à 27 avec les pays de l'Est. Donc ça, je ne pourrais pas en parler. Mais enfin, c'est à peu près le même mécanisme. Voilà. Donc, je travaillais. Alors, quand il y avait Delors, il compte pour un commissaire. Il y avait un autre commissaire qui était Madame Scrivener à l'époque. Voilà. Après, il y a eu Thibaut de Silguy qui a fait le fameux euro avec Madame Edith Cresson. Voilà. Et donc, forcément, moi, il me demandait des notes sur tel sujet. Et donc, c'était un peu mon 3e boulot. Voilà. Et qui était intéressant aussi. Alors, vous avez parlé des réglementations. Alors, Alors, ce qui est important, c'est que à l'époque, la commission, le Bredel, enfin le fameux Berlaymont qu'on voit sur toutes les photos là, n'existait pas. N'existait pas. Il était en réfaction et ça a duré 12 ans, je crois, pour traitement amiante. Et donc, tout l'ensemble du cœur de la Commission européenne était réuni dans un petit bâtiment près du parc du Cinquantenaire qui s'appelle Bredel. Et donc là, il y avait tous les commissaires, le président de la commission, donc le président de la commission et tous les commissaires étaient entre l'étage 12 et 8, et moi j'étais au 8e étage, le début des services. Donc, alors ça aussi c'était une belle expérience parce que la pause café de 10h, on se retrouvait tous au 13e étage à la cafétéria, donc à discuter avec Pascal Lamy, avec tous les commissaires, enfin tous les membres des cabinets de chaque... C'était une proximité géographique qui était très intéressante. Alors j'ai une question, vous avez parlé de Pascal Lamy, personnage qui aurait beaucoup à dire sûrement, mais est-ce que ces jours-là, vous sentiez vraiment, pour les Français en tout cas, un patriotisme, une volonté vraiment de défendre la France, ou est-ce qu'ils pensaient vraiment en Européens? Je vais t'expliquer ça après dans le cadre du process, mais globalement, alors Pascal Lamy est un cas un peu particulier, oui. Qui est une personne très froide, etc. Il était à l'OMC après, je crois. Alors après, il a dirigé l'OMC, il était commissaire européen aussi, il était le directeur de cabinet de Jacques Delors. Il y avait un directeur de cabinet adjoint, Jean-Pierre Jouyet. Ah oui. Ouais. Donc le cabinet de Delors. Tous les cabinets de commissaires, c'était très réduit, c'était 7 personnes. Et donc, chaque fois, c'est des petites équipes. On a du mal à comprendre. On voit là, c'est un monstre avec des tentacules partout, alors que c'est très peu de personnes. Et donc, il y avait Fabrice Fries, il y avait Jean-Luc Demarty, etc. Il y avait 6 Français sur 7 dans le cabinet. Donc oui, à l'époque de l'Union européenne, mais on va y revenir, le sentiment national était important, était très important. Un chef d'État ou un ministre de n'importe quel État membre venait à la Commission européenne, on était plutôt au garde à vous. Et bon, ça a un petit peu changé du fait de la dilution aussi et le nombre d'États membres, du moindre grand nombre de commissaires, etc. Mais si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant tout, ce sont des institutions, mais derrière, il y a des hommes. Alors, et ces hommes-là, ces 32 000 personnes-là, qui sont très majoritairement des fonctionnaires. Alors, il y a des agents temporaires, des agents contractuels, ce que j'étais moi, j'étais pas fonctionnaire en tant que tel, j'étais contractuel, parce que après je ne suis pas resté de toute manière, pas forcément envie d'y rester. Au départ de la Commission européenne, c'était pas quelque chose de très important. C'était pas l'élite des fonctionnaires qui allait là-bas. D'accord. On peut dire ça jusqu'en 86, sur le marché unique. Voilà, sur les premières grandes réformes et l'arrivée de Delors, chaque État membre envoyait, alors avec femmes et enfants, souvent, du personnel qui venait traiter la Commission européenne, avait le rôle qu'elle avait à l'époque. Et avec, pour compléter, beaucoup de fonctionnaires nationaux détachés.
C'est-à-dire des gens qui restaient d'habitude 3 ans, voire 6 ans, et qui retournaient dans leur ministère de tutelle, en Allemagne, en France, peu importe le pays dans lequel ils retournaient. Alors, on peut imaginer très bien que quelqu'un qui vient pour une mission là, sur 3 ans, 6 ans, et qui rentre chez lui, il ne va pas aller contre les intérêts de son État membre. Il aura tendance à produire, je dirais, des textes qui sont plutôt favorables, ou il a un œil plutôt favorable à son État membre. Ensuite, du fait du marché unique, puis après de Maastricht, les compétences européennes ont augmenté, et donc ils ont fait appel à des concours, à des gens plus jeunes. Donc il est arrivé toute une nouvelle population. Et cette nouvelle population, c'était principalement des célibataires, des jeunes, 25, 30 ans, et qui venaient, et dont c'était quasiment le premier boulot. D'accord. Alors, ils rentraient d'ailleurs via un stage, c'est ce qu'on a fait, nous, c'est ce que j'ai fait, un stage de 5 mois, et après on vous propose un contrat pour, si vous avez de la chance, ou si vous êtes méritant, ou peu importe, on vous propose un contrat, et puis après on vous propose de passer le concours, où certains étaient nommés, etc. Et vous venez, vous êtes seul, vous êtes italien, vous êtes espagnol, vous êtes allemand, etc. Et qu'est-ce que vous faites 30 ans, vous découvrez un compagnon. Le principe d'homogamie, vous le trouvez plutôt dans votre milieu professionnel, comme partout dans tous les pays, et c'est normal, et vous ne trouvez pas forcément votre nationalité. Donc moi, tous les gens, alors moi j'avais le même âge, j'étais autour de 30 ans, tous les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai travaillé, ils étaient tous, alors c'était une Italienne avec un Allemand, une Espagnole avec un Irlandais, etc. Et ils ont eu des enfants, par définition, et ils ont amené ces enfants, alors soit à l'école belge, soit à l'école européenne. Donc, et ces gens-là, ils ne rentraient pas souvent chez eux, par définition, dès qu'ils avaient des enfants. Parce que c'est dur, la Commission européenne est fermée le mois d'août. Globalement, voilà, on prend ses vacances le mois d'août. Et tout le monde peut rentrer chez lui. Simplement, quand on est italienne, un couple italo-allemand, c'est difficile de choisir, etc. Et progressivement, ces gens ont fini par prendre des vacances comme tout le monde, en allant à l'étranger, en se promenant, etc. Et donc, ont perdu progressivement tous les liens qui les liaient à leur État membre de départ. Sachant qu'à Bruxelles, on leur disait, voilà, vous avez 35 ans de carrière ou 37 ans, enfin peu importe, voilà, la route est tracée. Tracée. Et ces gens-là ont perdu, par définition, le lien avec leur État membre. Ce qui n'était pas le cas des anciens, qui sont venus, des Italiens ou des Français, avec leurs femmes et déjà leurs enfants. Et ça a changé la mentalité oui, petit à petit à l'intérieur de la commission. Par définition, quand vous avez des personnes comme ça, j'ai un autre ami qui était portugais avec une néerlandaise, enfin, on peut multiplier tous les cas, il y avait toutes les combinatoires possibles. Quand on a un enfant, l'enfant il parle les 2 langues, forcément des parents, plus la langue française, parce que c'est la langue qui est usitée à Bruxelles, s'il est à l'école européenne, l'anglais, donc l'enfant il a 4 langues. Et si on lui dit de quelle nationalité il est, il ne va pas dire je suis belgo, italien, allemand, etc. Il va dire je suis européen. D'accord. Donc ceux-là, ce sont des européistes, clairement. C'est logique, ils n'ont pas d'autre patrie. Et après, ils sont déconnectés de leur État membre dans le sens où ils payent leurs impôts. Alors ils payent des impôts, contrairement à ce qu'on pense. Ils payent des impôts, mais l'impôt communautaire à Bruxelles, leur retraite et la retraite de l'institution européenne. Donc voilà, ils n'ont plus de lien physique, financier, culturel avec leur État. Ça c'est intéressant à préciser, effectivement. Et sur un nombre, on ne s'en rend pas compte. Et sur un nombre relativement restreint de personnes. On parle de 32 000 à la Commission européenne. Oui, d'accord. Oui. Donc voilà. Et puis alors, comme ils habitent tous à Échirol ou à Saint-Martin-d'Air, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont boire un pot en sortant du boulot, comme nous, comme tout le monde. Ils amènent les enfants à l'école, on croise des collègues, d'accord ? On fête l'anniversaire de la petite, etc. Et on se retrouve tous ensemble, le portugais, le danois, etc.
quand on est rentré, il y a une anecdote qui est marrante, quand on est rentré en France, ma fille elle est à l'école, et puis je lui dis ça se passe bien, elle m'a dit ils sont bizarres ici, ils parlent tous français. Ah oui, d'accord. Ah oui, il n'a pas Parce qu'il l'habitude. était habitué à... Il parlait espagnol, portugais à la cour, enfin tout le monde parlait sa langue, enfin voilà. Ou avec ses parents, enfin quand tu allais à l'anniversaire, tu allais dans un... moi j'ai quasiment pas d'amis français, mes amis étaient espagnols, portugais, enfin peu importe, et on parlait... voilà, donc il se crée une culture sur un endroit très réduit, d'un petit nombre de personnes qui tournent peut-être en vase clos. Voilà. En résumé, on pourrait dire que le sentiment européen n'existe que chez les fonctionnaires européens à Bruxelles, quelque part. Il peut exister ailleurs, mais en tout cas, là, Globalement. ils n'ont pas le choix. Ouais. Ils n'ont pas le choix. Je veux dire, c'est un peu le même principe que quand mes parents ont fait de la coopération. Quand tu te retrouves dans un pays d'Afrique subsaharienne, etc., tous les coopérants se retrouvent au même club de cheval, au même club de tennis, et ils vont boire des coups ensemble, etc. Ils habitent tous dans le même quartier, etc. C'est ça, cette réalité-là. Il y a une... par contre, après, j'ai vécu une troisième vague qui est intéressante, c'est-à-dire la vague de l'entrée de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande. Alors là, ils n'ont pas... Comme ils rentraient dans l'Union européenne, on s'est retrouvé dans le même processus qu'au départ de la Commission européenne. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des gens plus chevronnés. Des gens, ils ont envoyé plutôt des gens de 40, 45 ans, enfin 50 ans, pour l'entrée dans l'Union européenne. Comme nous, on faisait dans les années 80-90, c'est ça? Comme nous, on l'a fait dans les années 70 jusqu'à 80. D'accord. Et ils sont venus, ils avaient 45 ans, ils avaient déjà leur vie faite, ils avaient des enfants, pas des enfants, enfin peu importe, mais surtout mariés souvent avec une Suédoise, une Finlandaise, une Autrichienne, et ils sont venus avec armes et bagages, mais avec une culture, par définition, de leur État membre, parce qu'ils avaient un vécu, etc. Ils étaient envoyés là, mais à 45 ans, ils étaient formés culturellement, enfin je veux dire politiquement, etc. Et on a vu la même chose, alors qu'à côté, les pays plus anciens, c'était des nouveaux qui ont la nationalité d'un pays, qui émargent sur la nationalité française ou italienne dans les stats, mais qui en réalité n'ont vécu qu'à Bruxelles, ont vécu toute leur vie à Bruxelles, ont eu des enfants avec une personne d'un autre État membre, etc., et qui ont développé une culture européenne. Alors maintenant, c'est vrai que ça fait 30 ans, c'était 95, donc ça fait près de 30 ans. Oui. Ces personnes sont parties à la retraite, par définition. Ils ont été remplacés par des fonctionnaires plus jeunes, suédois, autrichiens, etc. Donc là, on retrouve le même processus qui se met en place. Mais quand les pays de l'Est sont venus, c'est pareil. Ils n'ont pas envoyé des petits gars de 25 ans ou 30 ans pour commencer, pour s'intégrer dans l'Union européenne. Ils envoyaient des poids lourds de leur administration pour solidifier, pour avoir du poids au niveau administratif. Ça se comprend intellectuellement. Et donc le Polonais, il est resté Polonais. L'Hongrois, Hongrois, pour l'instant. Après, il va partir à la retraite et on va retrouver le même principe. Bon, j'ai bien compris ce processus, merci d'avoir précisé ça, c'est très intéressant. Je voudrais aborder un dernier point de notre entretien, on est déjà à plus d'une demi-heure ça passe vite, hein, vous voyez. Plus d'une demi-heure d'entretien. Tu vas parler des lobbyistes. Bon, on fera une émission éventuellement, ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Sur les règlements et directives, comment ça se fonctionne? Quelle différence on fait entre un règlement et une directive? Comment ça se construit? Je sais que vous voulez m'en parler, donc... Oui, je pense parce que une fois qu'on a... J'étais un peu trop long, je m'en excuse sur les personnes, mais on parlera des lobbyistes peut-être une prochaine fois, parce que ça, je pense, c'est important. C'est aussi un pouvoir qui est pas négligeable en dehors de la partie institutionnelle et des fonctionnaires. C'est quand même c'est un pouvoir parallèle qui n'est pas négligeable. Alors, une fois qu'on a vu les personnes qui travaillent, ce qui est important, c'est sur quoi ils travaillent. Voilà. Alors globalement, on l'a dit, la Commission européenne a la possibilité de l'initiative législative. Donc elle peut faire quatre
4 actes globalement, des règlements à destination du Conseil et du Parlement qui doivent les adopter, des directives aussi pour le Conseil et le Parlement. La seule différence entre une directive et un règlement, c'est que le règlement est d'application obligatoire dans les États membres, tandis que les directives doivent être transposées en droit national avec une loi votée par le Parlement. Globalement, on estime, alors c'est une estimation, qu'autour de 80% des actes législatifs français sont d'origine communautaire, soit par un règlement d'application directe, soit par une directive transposée. Alors souvent, il y a des lois françaises qui transposent simplement une directive. Et on dit que c'est une loi française. Oui, c'est une transposition d'une directive. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Après, il y a des décisions du Conseil. Alors ces décisions par rapport à un règlement, c'est quoi? La décision, ça cible un État. C'est-à-dire que la décision du Conseil et du Parlement de permettre à la France de donner un avantage fiscal aux DOM pour le rhum, par exemple. Voilà, c'est un texte. Ça ne vise que la France. D'accord. Le règlement vise par définition plusieurs États. Voilà. Si c'est qu'un État qui est ciblé. Voilà, donc ça fait... Après, il y a des règlements de la Commission. Alors le règlement de la Commission, c'est la Commission qui décide seule, sans avoir besoin du Conseil et du Parlement. C'est quoi? C'est un règlement un peu comme un décret d'application. C'est-à-dire tu as le règlement, et le règlement général prévoit tout le temps, à l'avant-dernier article, qui donne tous les pouvoirs à la Commission pour mettre en œuvre ce règlement. Le règlement est souvent très général, générique, et ne précise pas forcément tout. On n'est pas dans le droit français, on est plutôt dans une méthodologie droit anglo-saxon, qui est très interprétatif. Et donc on laisse le pouvoir à la Commission de mettre en place des règlements spécifiques pour chaque domaine. Je vais donner un exemple. On a mis en place un règlement pour aider donc les DOM, puis après les Canaries et les Madères et Açores. Donc ça s'appelait Poséidom, Poséima, Poséican. Donc Poséidom, il y avait une trentaine d'articles, le règlement adopté, etc., qui renvoie à la Commission. Et chaque article, un concernait l'énergie, l'autre la fiscalité, l'autre la pêche, etc. Et la Commission ensuite prend des règlements d'application sur chaque point. Et là, elle est autonome complètement. Et le dernier pouvoir de la Commission, c'est de contrôler, elle est gardienne des traités d'abord, c'est de contrôler l'application du droit européen, et notamment en matière de concurrence, donc toutes les aides d'État. Si la France décide de donner une aide à telle industrie, elle doit avoir le blanc-seing de Bruxelles, la Commission européenne. Alors, même pas de la Commission européenne, la DG Concurrence, encore plus précise, et du service juridique. Voilà. Qui dépend du secrétaire général, enfin qui dépend aussi du président en direct. Voilà, ça c'est un peu l'organisation. Donc, comment ça se passe au niveau pratique? La Commission va faire une proposition au Conseil et au Parlement. Mais cette proposition, je dirais, globalement, c'est 90%, 95% du texte final. C'est-à-dire que, alors ça dépend des domaines, des fois c'est 100%, mais la marge de manœuvre du Conseil et du Parlement, elle est très faible là-dessus. Elle est vraiment très très faible. Alors ça se passe comment? Alors, en théorie, la Commission peut décider, alors soit de s'auto-saisir, ce qu'elle fait de plus en plus, en application d'un traité international où elle dit « je vais mettre en place cette réglementation nouvelle » ou « je vais la modifier », ou elle le fait à la demande d'un État membre ou de plusieurs États membres. Historiquement, c'était souvent à la demande des États membres. C'est-à-dire quand on a fait les règlements Poséidom, Poséima, Poséican, c'est à la demande du gouvernement français, à la demande du gouvernement espagnol, à la demande du gouvernement portugais, qui nous envoie des mémoranda, puisqu'il y en a plusieurs là, et qui nous disent, voilà, ce que moi je souhaite pour développer mon agriculture, ma pêche, mon industrie, etc., etc. Ou modifier, ne pas appliquer la directive ACCIS dans ces territoires. Par exemple, la TVA est à 0 en Guyane, où elle est réduite à 8. Donc c'est une entrave, entre guillemets, au droit communautaire qui encadre, dans le cadre d'une directive, les taux de TVA dans une fourchette et qui laisse à chaque État membre le soin de les régler. Donc voilà, et ça arrive sur le bureau de quelqu'un, une personne physique comme toi et moi, et il ne faut pas croire qu'ils sont beaucoup, hein.
si ça tombe sur la vache allaitante, il y a une personne à la commission qui s'en occupe, hein. Voire 2, pas plus, sur l'élevage. 3. Sur la banane, c'est 2 personnes, 3, maximum. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit cette demande-là et elle va rédiger un texte. Alors ce qui est important, mais là peut-être ce sera l'objet d'une autre discussion, c'est que les lobbies, comment elle le rédige? Elle le rédige en demandant à tous les États membres de contribuer à quelque chose. Donc elle a sa propre base de données, elle connaît le sujet, la personne connaît techniquement le sujet. Mais elle va dire à la France, voilà, sur les jachères, on doit faire un texte, je demande la contribution de l'Allemagne, de la Finlande, de la Pologne, de la France, de l'Espagne, enfin de tous les pays. Et qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils regroupent toutes ces demandes. Donc le fonctionnaire, lui, il a 27 mémoranda. Il a toutes les connaissances de quelle est la position de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne, etc. À partir de là, il va faire sa proposition de règlement. Mais t'imagines l'avantage qu'il a par rapport à un fonctionnaire allemand ou français, qui ne connaît que sa position, qui va supputer celle de l'Allemagne, des Pays-Bas, enfin selon le sujet, ils ne sont pas non plus idiots, mais qui ne connaîtra pas le contenu. Seul le fonctionnaire européen le connaît quasiment. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ça, il commence à écrire un texte, vu considérant que, etc., etc. Il écrit son texte et il envoie à sa direction générale. Voilà. Son commissaire qui valide le texte. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ce texte, il est envoyé à tous les commissaires européens. Tous. Quel que soit le domaine. Et qui vont dire, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. Alors, et c'est là où le commissaire peut avoir un rôle qui dépasse, parce que le commissaire de la pêche, si on lui pose une question sur la concurrence, théoriquement, il ne devrait pas se prononcer. Ok ? C'est pas logique. C'est comme si le ministère de l'Agriculture s'occupait des affaires du ministère de l'Intérieur. Tu te dis, ça ne va pas aller, cette histoire. Or, il a un double rôle. À la fois, il s'occupe de son domaine de compétence, mais il représente aussi son État membre. Et donc, il peut avoir des points de blocage liés à sa qualité d'État membre. Donc, il va bloquer. Il va dire, je pose des questions. Donc, soit c'est en interne, le gars revoit sa copie un peu, soit il y a un désaccord et ça passe en réunion de chef de cabinet. Alors, le chef de cabinet de Delors, c'était l'ami à l'époque. Alors, réunion de chef de cabinet où on va discuter des points pour se mettre d'accord. Et moi, j'assiste à pas mal de réunions de chefs de cabinet, on assiste soit l'ami, soit de Marty, etc. Et là, les gars se mêlent d'affaires qui sont propres à leur pays. Moi, j'ai vu des trucs sur la sidérurgie où le commissaire allemand, il n'était pas du tout concerné par le sujet, mais il disait, moi en Allemagne, j'ai 20 000 emplois à perdre, je ne veux pas. Luxembourgeois, etc. Et là, on retrouve, si tu veux, un mini conseil des ministres, entre guillemets, déporté, où des intérêts se mêlent. Et du temps de Delors, il y avait une technique qui était on bloque les horloges. C'est-à-dire que j'ai vu des réunions qui commençaient à 5 h de l'après-midi, elles commençaient très tard souvent, ou rarement avant, parce qu'avant ils disaient il faut qu'on travaille, et puis après on commence la réunion. Et qui finissaient à 3 h du matin. Avec à minuit, à un moment, les gars ils sortaient la bouteille de whisky en disant on va trouver un compromis. Donc, alors, il dit, bon, alors le Luxembourg, sur la Syrie, vous perdez 5 000 emplois, la Belgique 10 000, l'Allemagne 30 000, nous la France 25. Tu vois ce que je veux dire? Tu arrives à un accord. Si c'est adopté par le chef de cabinet, ça passe en point A, c'est-à-dire sans discussion au collège des commissaires. Et dans ces cas-là, on a une proposition de texte, de règlement, de directive, qui va au Conseil et au Parlement. S'il y a encore un blocage au niveau des chefs de cabinet, il y a une réunion des commissaires qui s'arrangent entre eux. S'ils ne trouvent pas d'accord, ça repart au point de départ de la Commission européenne. Mais c'est relativement rare qu'ils ne s'entendent pas. Et à ce moment-là, de nouveau, on a une proposition qui s'en va au Conseil et au Parlement. Donc, le collège des commissaires ou les chefs de cabinet adoptent le projet de proposition de la Commission qui émane des services pour en faire une proposition de la Commission au niveau du Conseil et du Parlement. Quand cette proposition est envoyée au niveau du Conseil, ce n'est pas les ministres qui vont décider seuls. T'imagines bien, il y a souvent des sujets techniques. Donc il y a des groupes de travail qui se forment.
Donc la Commission préside au niveau du Conseil un groupe de travail où tu as tous les États membres, des représentants des États membres, et ils vont expliquer la proposition de règlement de directive. Et là où joue la RP, enfin la représentation permanente de chaque État membre, c'est que chacun, on a souvent des représentants de chaque RP qui est à table. Quand le sujet est très technique, il y a un fonctionnaire français spécialisé du domaine, ou allemand, qui vient l'épauler, parce que si c'est des primes à la vache allaitante, tu n'es pas obligé forcément de connaître bien le sujet. Et ces réunions de groupes de travail sont présidées par la Commission européenne. Et elles aboutissent à un processus de négociation. Donc de nouveau un compromis. On a eu un compromis au sein de la Commission, on a eu un compromis entre DG, et après au niveau des commissaires, entre les intérêts, on va se retrouver encore dans une négociation avec tous les États membres. Alors, pour te donner l'idée de promiscuité, je reviens un petit peu en arrière. Par exemple, on était en colocation avec un ami qui est autrichien. Quand l'Autriche est rentrée dans l'Union européenne, on était toujours colocataires. Il est devenu représentant de l'Autriche auprès de l'Union européenne. Donc, on s'est retrouvés dans des situations où on buvait des coups ensemble le soir, et le lendemain, on se retrouve en groupe du Conseil, il était là et moi j'étais là. À se confronter, et l'Autriche était contre la proposition que je devais défendre. Et donc, tu vois le type de promiscuité qu'il y a. Donc, quand ce groupe de travail se met d'accord, quand ce groupe de travail se met d'accord, et qu'on obtient un accord final, ça passe au Coreper. C'est quoi le Coreper? On n'est pas encore au niveau du Conseil. Le Coreper, c'est l'assemblée de tous les représentants permanents, des 27 représentants permanents, qui vont adopter ou pas le texte. Donc ça passe en point A ou en point B, point B à discussion. Mais globalement, 95% des textes passent en point A si la commission et le groupe de travail a bien fait son travail. Et le point B, c'est encore un blocage. Si c'est un point C, ça retourne à la commission parce que personne n'en veut. Okay, mais si c'est un point B, alors là, c'est décidé au niveau du Conseil des ministres. Ce qui veut dire que quand tu as un Conseil des ministres européen, quel que soit le sujet, ils discutent que des points qui restent à régler. Mais c'est mineur, c'est 1%, 2% des problèmes. Tout a été fait dans les compromis au sein de la Commission et au groupe de travail. Ensuite, il y a le rôle du Parlement européen. Et là, je vais encore rétablir. Le rôle du Parlement européen, d'abord, principalement, il faisait des rapports. Alors, ce n'est pas des grosses technostructures au niveau des fonctionnaires. Il y a beaucoup de monde du fait qu'il y a des parlementaires, des assistants parlementaires, etc., avec des groupes de travail. Mais ils font souvent des rapports et ils peuvent faire des amendements. Comme ils n'ont pas la technostructure, souvent c'est la Commission qui leur écrit leur rapport. Moi j'écris souvent les rapports du Parlement européen, pour analyser le texte que j'avais moi-même écrit. D'accord. Voilà. Alors, et par contre, c'est là où les lobbyistes ont un plus gros rôle, parce que comme par définition ce ne sont pas des fonctionnaires, ils ont une activité plus politique. Donc leurs amendements sont souvent très politiques, comme à l'Assemblée nationale. Voilà. Et donc à la Commission, d'en prendre en compte tout ou partie. Donc si tu veux, ce rôle de groupe de travail au Conseil, elle est importante, parce que, moi je me souviens de la première réunion que j'avais faite, j'ai été un peu désespéré, parce qu'il n'y avait que 15 États membres, 12 ou 15 à l'époque, et personne n'était content de ma proposition, de la proposition, personne n'était content. Même les 3 États membres concernés, l'Espagne, la France et le Portugal, trouvaient qu'on n'allait pas trop loin, pas assez loin dans les propositions, qui voulaient plus, etc., plus d'aide, etc. Les Anglais étaient contre, alors ça par définition, pour des questions budgétaires. On avait les Pays-Bas qui étaient tout le temps contre pour des questions d'atteinte à la concurrence, de principe de libéralisme, etc. Enfin, tu avais tout le temps. Et donc, moi, j'étais désespéré. Je rencontre le secrétaire général de la Commission, Williamson à l'époque. Donc, c'est un peu, comment il s'appelle, l'équivalent Keller, si tu veux. C'est le secrétaire général de l'Élysée, quoi. Ah oui. Donc, le poids lourd. Et il me dit, alors Philippe, c'est bien passé. Je lui dis, écoute,
Je suis pas très content. Là, il n'y a personne personne n'est d'accord avec la proposition de la Commission. Il me dit, oh là là, tu es sur la bonne route. Si personne n'est d'accord, c'est que ça va passer. Et je lui dis, ouais, mais il va falloir céder. Il me dit, ne cède sur rien. Parce que si tu cèdes, alors déjà, c'est pas bien. Si tu donnes raison à un État membre, la France, l'Espagne, etc., tu vas l'isoler. Et tout le monde va lui taper dessus. Donc ça, c'est pas une bonne technique. Et si tu cèdes un peu à chacun, de toute manière, tout le monde ne sera pas tout le temps pas d'accord. Parce que tu n'auras pas assez cédé ou tu auras trop donné à l'un. Donc tu ne cèdes pas, tu le laisses triper et à la fin, ça va passer. Donc en réalité, moins il y a de gens d'accord, en réalité, c'est le plus petit commun dénominateur que tu trouves chaque fois. Et c'est la Commission qui a la main. Et je suppose qu'à 27, ça doit être pire. Parce que chacun va prendre un temps de parole. Toi, tu présides, tu as un texte, tu as tous les mots, tu connais toute la position de tous les pays sur le sujet que tu as. Chaque État membre ne connaît que sa position. Donc, tu as tout. En plus, tu es alimenté par des lobbyistes, des structures institutionnelles, mais qui sont des lobbyistes, qui te donnent des informations, des fois contre l'État membre. C'est-à-dire que tu peux avoir des syndicats, etc., enfin des instances représentatives, le COPA, COGECA, comme je l'ai dit, qui dit, voilà, le ministère de l'Agriculture française a dit ça, mais nous on dit ça, FNSEA, on dit ça. Donc la Commission européenne, elle a toutes les billes, elle a toutes les données, elle a des données comme ça, et elle ne les file pas. Et chaque État membre a que sa donnée. Et toi, tu es là, tu es en train, tu joues le rôle. Et tu laisses parler les 27. Si chacun parle 10 minutes, tu as compris et exprimer sa position. Tu as compris ce que ça fait. Et après, tu le laisses bagarrer entre eux un petit peu, et toi, tu tiens ta position. Et au bout d'un moment, tu dis, messieurs, voilà, je vois qu'il y a un accord, il n'y a pas d'accord, j'ai pris en compte les décisions de l'un, et tu apprends cette technique. C'est-à-dire que c'est une technique de compromis, où c'est toi-même qui fais le compromis. C'est toi-même qui fais le compromis. Si je donnais un peu l'image, on se retrouve à 27 potes. On se dit, tiens, on va aller au ciné. D'accord ? Truc classique. Alors, toi, tu veux voir quel film ? Toi, tu vas me dire le film X, l'autre Y, l'autre Z, etc. Il n'y a aucune chance qu'il y ait une majorité qui se dégage pour aller voir le même film. Donc tu dis, ok. Bon, ouais. Donc moi, je vous propose, c'est moi qui préside, je vous propose d'aller voir le film X. Mais en réalité, tu savais que tu allais voir ce film X au départ. Mais tu as laissé les autres s'exprimer. Et après, tu décides. D'accord. Mais comme c'est impossible de se mettre d'accord. Alors, il y a des décisions à la majorité relative, où là, certains États membres peuvent continuer à être contre, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être contre, mais ils savent que le texte va passer, parce que la majorité, ils n'auront pas plus d'un tiers des voix proportionnelles au poids de l'État membre, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Quand c'est à l'unanimité, c'est difficile de bloquer. Luxembourg, il ne va pas bloquer une réforme fiscale alors que 26 États membres sont d'accord. Tu vois même des durs comme Orban, qui ont bloqué l'aide à l'Ukraine. Le seul à bloquer. Il dit, je mets mon veto. En réalité, ce n'est pas un veto, c'est une décision à l'unanimité qui doit être prise. Eh bien, il finit par céder, même Orban, qui est quand même pas un mou, parce que c'est dur de s'isoler. Parce que n'oublie pas que ce dossier-là, après, au Conseil, il passe à notre dossier le lendemain. C'est un autre sujet. Et les gars, ils ont retenu. Tu m'as fait ça, eh ben, sur un autre sujet qui t'intéresse, eh ben, je vais te torpiller. Donc, si tu veux, le pouvoir, la Commission est exorbitant. Et, j'ai bien compris, oui. Et j'en reviens aux 10% uniquement de Français qui travaillent à la Commission européenne. Donc, tu as 10%, je dirais, alors quelle que soit la sociologie, s'ils sont proches, défendent leur État membre, etc., ça c'est encore une autre question. On trouvera de tout dedans, hein, des pro-européens, des gens... Moi j'étais plutôt à défendre les États que je... Alors c'était l'Espagne, la France, l'Espagne, le Portugal, enfin les régions ultra-périphériques, je défendais, ça me paraissait tout à fait naturel. Alors j'ai pas beaucoup travaillé sur les pays de l'Est ou du Nord, chaque fois que j'ai vu les pays du Nord c'était très compliqué, les Suédois c'était très compliqué, mais culturellement ils sont différents.
la première fois que les cabinets, on est à côté du cabinet suédois qui est venu s'installer, donc des personnes relativement âgées, et au bout d'un mois, ils sont venus au mois de mai, je ne sais plus, au bout d'un mois, un mois et demi, ils ont fait 2 pétitions, qui voulaient qu'on signe, passer dans les bureaux, qu'on signe, où on s'est retrouvé à la cafette, enfin bon bref. Et première pétition, c'est pour dire qu'il y a des mouches dans les bâtiments, quand ils ouvraient les fenêtres. Bah oui, il y a des mouches, dehors, ça peut rentrer, il peut y avoir une mouche. Mais pour eux, c'est une mouche, c'est une pétition, c'est quasiment le droit de retrait du travail. Et la deuxième, c'était pour qu'on installe un sauna au Bredel. Et moi, je me suis dit, mais bon, c'est notre culture. Moi, ça ne me viendrait pas l'idée de demander un sauna. Mais pour eux, dans leur culture, c'est... Donc, t'imagines que tu fais cohabiter des cultures comme ça. Quand tu vas te retrouver sur des textes, voilà, c'est des gens qui avaient un certain âge, etc. Donc, si tu veux, c'est toute cette mécanique-là où on est très faiblement représenté, on a un poids très faible et on n'envoie pas nos cadors. Bah, tout ce que je peux te dire dans un premier temps. J'ai bien compris, c'est enfin, passionnant. J'ai une dernière question quand même, après tout ce que vous avez dit. Comment vous voyez l'avenir Est-ce que c'est réformable, cette machine qui est Commission européenne, l'Union européenne? Est-ce que certains parlent du Frexit? Est-ce que c'est excessif? Est-ce qu'il faut, selon vous, quitter l'Union européenne? Comment vous voyez les choses? Il y a les élections le 9 juin, donc c'est pour ça que je vous pose la question, c'est un petit peu l'actualité. Alors, tout le monde dit que la Commission européenne n'est pas réformable de l'intérieur. Ça, c'est le point de départ de beaucoup de souverainistes, ou même de beaucoup plus largement. Alors, ça dépend ce que tu mets dedans. Par exemple, moi, du temps où j'étais, il y avait 2 principes qui ont été supprimés. Il suffit de les remettre. Le premier principe, c'était la préférence communautaire. Et le deuxième, c'était la subsidiarité. La première, on peut comprendre ce que c'est. La subsidiarité, c'est un peu plus fin, entre guillemets, dans l'application. C'est-à-dire que la Commission européenne ne peut s'occuper de choses que si elle apporte une plus-value aux États membres qui ne peuvent pas s'en occuper. C'est-à-dire qu'elle ne s'occupe que des affaires que les États membres ne peuvent pas gérer par eux-mêmes. Donc en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de plein de choses, les États membres sont capables de gérer. Ces 2 principes ont sauté. Il suffit de les rétablir, entre guillemets, pour qu'on ait notre fonctionnement de l'Union européenne. L'Union européenne, son fonctionnement, il est guère différent de celui du gouvernement français, du gouvernement français, du Parlement, etc. La Cour de justice, c'est le droit constitutionnel, le Conseil constitutionnel, etc. Après, donc, et comme ma position, c'est que les frontières, Strasbourg sera toujours à quelques kilomètres, ou Nice, kilomètres de Vintimille ou de l'Allemagne, on ne va pas changer la géographie. Donc je pense qu'elle est réformable de l'intérieur en partant de la base, des fonctionnaires, justement du poids, en jouant sur la structure, s'il y a une volonté. Par contre, alors, au niveau de l'euro, j'ai une opinion beaucoup plus négative. Je pense que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe totale. D'ailleurs, je n'ai pas compris quand ils l'ont fait. Ils ont fait ça, c'est-à-dire que la politique monétaire, d'abord, c'est une compétence souveraine d'un État. L'Union européenne n'est pas un État. L'euro, c'est une monnaie partagée, ce n'est pas une monnaie unique. Avec les seuls targets, il existe encore des différences, mais c'est assez compliqué d'expliquer la politique monétaire en 2 minutes. Et ce n'est possible. La politique monétaire, c'est celle qui va déterminer ta politique budgétaire, tes politiques thématiques structurelles. Si tu commences à faire une monnaie commune, il faut que, au départ, il y ait une harmonisation fiscale, sociale, droit du travail, etc. Ou à minimum, un encadrement. Si tu n'as pas ça, et tu fais une monnaie commune, c'est voué à l'échec. La monnaie commune aurait dû être une conséquence d'une harmonisation qui pouvait s'entendre à 12 États membres, ou 15, voire 15, qui avaient à peu près le même niveau de développement, d'accord, qui s'entend moins quand il rentre la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, etc. Donc ça doit être une conséquence, ce n'était pas un préalable. Or, ils en ont fait un préalable
mais volontairement, pour forcer une harmonisation future. Ce préalable, il est en application, mais l'harmonisation, on ne l'a tout le temps pas. Ce qui fait que on a quand même une cohabitation entre des Grecs ou la Croatie qui ont un euro, au même titre que l'Allemagne et les Pays-Bas. Non mais je veux dire, n'importe quel économiste rigolerait à ce niveau-là. Comment tu peux avoir une monnaie qui a la même valeur en Grèce ou en Allemagne? Pose-toi la question. C'est complètement impossible. Donc, alors, retour à la monnaie nationale, oui, sur le modèle suédois, avec la couronne suédoise. Maintenant, il ne faut pas rêver non plus, le retour à une monnaie nationale, si c'est pour appliquer les mêmes politiques qu'actuellement, tu peux leur donner le franc français à la place de l'euro, tu peux leur donner le rouble ou le yuan ou quoi, ils feront les mêmes conneries. Hein. Donc, ce n'est pas... et il ne faut pas oublier qu'au départ, avant l'euro, on était dans le SME. Donc nos parités bougeaient de 2,5% en plus ou en moins par rapport au Deutsche Mark principalement. Donc on n'était quand même pas non plus dans une grande liberté avec plus ou moins 2,5%. D'accord? Il n'y a que l'Italie qui était à plus ou moins 6% qui avait le droit. Voilà. Donc il faut tout relativiser, mais le retour à une monnaie nationale me semble une évidence pour régler le problème de la dette, mais c'est encore un autre sujet. Et c'est très facile à faire. C'est très très facile à faire. C'est 48 heures. Hein. 48 heures sans problème. Hein. Ludovic, si tu prends un exemple, par exemple, alors moi qui m'a épaté, qui est la Tchécoslovaquie. Ils se sont coupés en deux. Ils sont coupés en deux. La Tchécoslovaquie est devenue la Tchéquie et la Slovaquie. Un week-end pour changer de monnaie chacun. Il n'y a eu aucune conséquence. Alors, il n'y avait pas que la monnaie, ils sont mis d'accord préalablement sur le territoire, etc. Il n'y a eu aucun problème. Changer de monnaie, c'est instantané. Du moment que tu fais une parité, 1 euro égale 1 franc français. Voilà, sinon, on a pour 10 Merci. heures... non, mais c'est très clair, vous avez répondu à ma question. Bah, ça a été passionnant, on a explosé le temps prévu, mais c'est pas grave, 1 heure d'entretien, mais en tout cas on a appris beaucoup de choses, donc je vous en remercie beaucoup, j'espère que ça vous a plu. C'était un survol, après c'est pareil, en très peu de temps, je fais des raccourcis forcément, c'est pas grave. Peux pas rentrer dans le... En tous les cas, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir à cet entretien. On se retrouve en conférence au mois de juin. Ce sera jeudi 13 juin. Nous recevrons Jean Geronimo sur Poutine au cœur du piège ukrainien. Voilà, on changera un peu de sujet. Mais je vous donne rendez-vous le 13 juin en conférence. Merci à tous, à bientôt.